Bonjour, bonjour toutes et tous. Merci beaucoup Raymond. Vous voyez bien mon PowerPoint Oui, tout en est format beau. diaporama? Bon, on s'inquiète toujours, hein. L'intitulé de ma présentation aujourd'hui, c'est la dédaléenne question de la propriété des données. Je me dois d'expliquer le terme dédaléenne. En fait, lorsque la question de la propriété intellectuelle des données reçoit une réponse variable en fonction, premièrement, de la qualification des données. Est-ce qu'on est avec face à des biens communs, des biens publics, des biens privés, et aussi en fonction de leur typologie. Est-ce que ce sont des données personnelles, des données factuelles ou d'observation? Est-ce que ce sont des données analysées, compilées? Puis il faut aussi s'interroger, est-ce que c'est de la propriété matérielle ou de la propriété intellectuelle? Donc, lorsqu'on pose une question en amont, et qu'en guise de réponse, bien, on reçoit trois autres questions, bien, c'est facile de se perdre, d'où l'intitulé de ma présentation aujourd'hui. Je remercie beaucoup Émilie pour ma prédécesseure pour la présentation qu'elle vient de faire. Vous allez voir qu'il y a quelques points communs quand même avec cette approche autochtone que j'aime beaucoup par ailleurs. Voilà. OK. Le plan de ma présentation aujourd'hui, ben, c'est beaucoup de questionnements, mais on va s'interroger sur la propriété intellectuelle sur les données de recherche. En effet, est-ce qu'il y a vraiment une propriété intellectuelle sur les données de recherche? Est-ce que, premièrement, les données de recherche sont des œuvres protégées? Deuxièmement, il faudrait savoir également, est-ce que vous êtes l'auteur? Est-ce que vous êtes titulaire, propriétaire, gestionnaire des données de recherche? Pourquoi c'est important de qualifier les données de recherche? Pourquoi retourner sur la théorie des biens pour essayer de qualifier les données? Pourquoi c'est important? Les bien gérer, c'est également bien protéger la donnée. Donc, une fois qu'on a fait cette qualification-là, ben, on est mieux à même de protéger la donnée. Je vais aussi m'attarder sur le cadre législatif québécois sur les données. Bien entendu, je vais pas revoir tout le cadre législatif, donc je vais passer quand même assez brièvement, mais je vais aussi vous parler de qu'est-ce que nous réserve l'avenir législatif par rapport à la gestion des données. Et je vais terminer par le partage, la réutilisation et le transfert. Pourquoi c'est important de planifier ces étapes. Avant de débuter, je vais devoir passer, donc c'est comme un passage obligé, sur les notions de base en propriété intellectuelle parce que je trouve quand même important de comprendre, ben, c'est quoi la propriété intellectuelle sur les données, quels sont les critères qui font en sorte qu'il y a, oui ou non, une propriété intellectuelle, notamment un droit d'auteur sur les données. Alors, il faut voir à la base que la propriété intellectuelle se divise en deux grands axes. Vous avez d'un côté le droit d'auteur qui n'est pas négligeable, donc c'est tout un axe assez important de la propriété intellectuelle. Et de l'autre côté, on a la propriété industrielle. La propriété industrielle, elle gère les œuvres qui sont d'application industrielle, donc telles que les brevets, les obtentions végétales, les dessins industriels, etc. Alors que le droit d'auteur gère, on dit, les œuvres de l'esprit. Le droit d'auteur inclut les œuvres littéraires, dramatiques, musicales et artistiques. On va s'intéresser ici aujourd'hui aux œuvres littéraires. Pourquoi les œuvres littéraires? Bien, en fait, les œuvres littéraires, ça ratisse très, très large, là. On sort de plus en plus avec la recherche aujourd'hui de l'œuvre écrite, des chapitres de livres ou des articles scientifiques. Donc, les œuvres littéraires sont beaucoup plus larges tellement qu'ils incluent les données de recherche, mais pas n'importe lesquelles, mais également tout ce qui est œuvre logicielle. Donc, tout ça, c'est géré par la loi sur le droit d'auteur.
La loi sur le droit d'auteur protège 4 catégories d'œuvres, je viens de les mentionner, mais pour les œuvres littéraires, il faut savoir que ça protège les fiches d'information, les questionnaires, des outils d'aide à la décision, des guides de référence, des modèles de prédiction, les logiciels, les différentes applications web et également les données, donc les données qui sont interprétées, les données qui sont dérivées, les données qui sont compilées. Donc, il faut qu'il y ait un travail d'auteur sur les données pour qu'elles soient protégées. Donc, la loi ne protège pas les idées, les données factuelles. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention parce qu'une donnée d'observation ou une donnée factuelle, il n'y a pas nécessairement une propriété intellectuelle sur ces données-là. La loi ne protège pas les formules chimiques ou mathématiques connues et ne protège pas les données brutes, les données primaires ou toute donnée qui n'est pas traitée. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 autres critères qu'il faut ajouter dans notre analyse d'une œuvre protégée. Il faut qu'une œuvre soit originale, c'est-à-dire qu'il y ait un minimum de talent et de jugement qui doit être exprimé dans l'œuvre. Par le talent, on réfère au recours à des connaissances, à une aptitude, à une connaissance, mais le jugement, elle, c'est cette faculté de discernement, cette capacité à prendre des décisions et à faire des choix en vue de créer une œuvre. Aussi, on peut se questionner plus largement, par exemple, est-ce qu'une œuvre créée par l'intelligence artificielle, est-ce que ce serait une œuvre protégée par la loi sur le droit d'auteur? Est-ce qu'on est face à de la créativité ou c'est simplement une reproduction, une imitation qui donne lieu à une œuvre un peu aléatoire? Bien, je vais probablement en décevoir quelques-uns, mais dans l'état actuel du droit, une œuvre créée par l'intelligence artificielle, c'est une œuvre qui serait dans le domaine public. Donc, parce que on juge que les données qui sont entrées massivement dans un algorithme vont générer une œuvre qui est souvent aléatoire. Mais rassurez-vous, il y a beaucoup de discussions actuellement à la Commission sur le droit d'auteur pour essayer de donner une propriété intellectuelle au programmeur, donc à la dernière personne qui aura entré les données. Il faut également que l'œuvre soit fixée. Donc, l'œuvre doit être fixée sur un support tangible comme du papier ou une toile ou intangible comme votre ordinateur. Donc, il faut bien voir que dans la protection intellectuelle d'une donnée, il faut vraiment qu'il y ait un travail de chercheur qui est un travail d'interprétation, d'analyse et de compilation des données. Je vais aborder également la titularité parce que d'emblée, lorsque vous créez une œuvre, vous êtes à la fois l'auteur et le titulaire de cette œuvre. Sauf, il y a 2 exceptions. Dès lors que vous avez cédé cette œuvre-là à une tierce personne pour que cette personne-là gère votre œuvre, la valorise ou l'exploite, bien à ce moment-là, vous n'êtes plus le titulaire de cette œuvre-là. Donc, vous avez cédé ses droits par le biais d'une licence ou d'une cession de droit à une tierce personne. Donc, vous n'êtes plus le titulaire de l'œuvre. La deuxième exception, c'est tout ce qui est réalisé dans le contexte du travail. Donc, la loi nous dit, et c'est aussi le cas dans le cadre du règlement sur la propriété intellectuelle à l'Université Laval. Donc, la loi dit que, à moins d'une stipulation contraire au contrat d'emploi, c'est l'employeur qui devient le titulaire du droit d'auteur sur une œuvre qui est réalisée avec les ressources humaines, matérielles et financières de l'institution ou de l'entreprise. Donc, essayez de retenir ces éléments-là parce que dans le questionnement, ça va certainement nous servir en cours de route. Pour la titularité ou la propriété des données, bien là, il faut voir le règlement de votre institution. À l'Université Laval, bien, l'institution, il est le propriétaire des fonds documentaires qui incluent les données, qui est constitué par ses membres, incluant les étudiants. Lorsque des ressources humaines matérielles de l'institution ont été utilisées ou que le projet a bénéficié d'une subvention qui est entérinée par l'institution.
Donc, concrètement, l'institution va gérer les fonds documentaires en raison de son imputabilité. Donc, chaque établissement est responsable des recherches menées sous son autorité ou sous ses auspices. Ça veut dire qu'en cas de départ d'un membre d'un groupe de recherche, celui-ci ne pourrait pas soustraire les données qu'il a compilées. Il ne pourrait pas les soustraire sans l'autorisation du responsable ou du chercheur principal, qui en est somme toute le gardien. Donc, on parle que l'institution est propriétaire, l'institution est gestionnaire des données, mais chaque personne responsable d'une équipe, donc les chercheurs principaux, seraient les gardiens des bases de données. Troisièmement, on va qualifier juridiquement les données. Donc, je vous disais d'emblée en introduction, qualifier de données, ça veut dire déterminer si ce sont des biens privés, comme la propriété intellectuelle, par exemple, c'est un bien privé. Est-ce que c'est un bien commun ou un bien public? Puis il faut aussi voir quel type de données on a afin de bien les gérer. Parce que c'est important, les impacts juridiques sont différents que d'une typologie à une autre. Donc, on a en droit des biens quatre catégories de biens. Donc, les biens exclusifs comme la propriété intellectuelle. Donc, dès lors que vous avez créé une œuvre, qu'elle répond aux conditions mentionnées précédemment, vous avez une propriété intellectuelle exclusive sur cette œuvre-là. Quand on parle de biens communs, on parle de biens qui sont non exclusifs, donc qui appartiennent à tous. Mais la différence entre les biens communs et les biens publics, c'est que dans les biens communs, ils sont épuisables. Donc, il y a un élément de rivalité. Donc, si tout le monde utilise les biens communs, que personne ne les entretient, bien, il y a un risque de perte de la ressource. Alors que dans les biens publics, comme les biens informationnels, j'ai bien aimé tout à l'heure la désignation de patrimoine informationnel, la connaissance, la culture, les logiciels gratuits, l'Internet et les données de recherche sont des biens publics parce que chaque membre d'une équipe peut les utiliser, les transférer, les commercialiser le cas échéant et les utiliser de manière synchrone sans que ça nuise à un autre groupe de recherche. Donc, ça n'empêche pas un agent d'en faire un usage synchrone. Donc, c'est ce qui fait que ce sont des biens non exclusifs et non rivaux. Pour les données factuelles, bien, il faut comprendre que c'est des biens informationnels, donc comme je viens de le dire, non rivaux, non exclusifs. Leur utilisation par un agent, que ce soit une entreprise, une institution ou toute autre instance, ne diminue pas leur disponibilité pour les autres. Il n'y a pas de risque comme le pétrole, par exemple, ou la biodiversité d'épuisement de la ressource. Tous peuvent en disposer et en faire un usage simultané. Et ce qui est intéressant dans un bien public, c'est qu'ils sont gérés par une entité au bénéfice de tous. Si c'est des données à caractère personnel, ben, à ce moment-là, il faut savoir que ce ne sont pas des biens. Donc, les données, les renseignements personnels, ce sont des parties du corps humain qui sont généralement hors commerce. Donc, la cession d'une partie ou de produits de son corps, elle est gratuite, sauf pour des indemnisations en compensation, et requiert le consentement de la personne. En droit, la notion de consentement, c'est vraiment un pilier et à l'égard des renseignements personnels, c'est vraiment la personne qui a le pouvoir de rendre la donnée disponible et d'en autoriser son usage. Donc, la grande question, à qui appartient la donnée? Donc, est-ce que c'est à celui qui l'a collectée? Est-ce que c'est à l'université, à tous, à personne? Est-ce que c'est un bien public ou collectif pour l'intérêt légitime de la science et pour l'intérêt public? Qu'est-ce qui arrive avec les données? Donc, je vous ai donné quand même quelques indices d'entrée de jeu. Les données de recherche, bien, on dit que la propriété, elle est liée à un fiduciaire, à un gardien. Et pour les données personnelles, bien, la propriété, elle est liée à la personne même. Donc, on parle de propriété ici, entre guillemets. Bien,
toute notion de propriété, lorsqu'on parle de données, serait remplacée avantageusement par la notion de fiducie. Donc là, sans être propriétaire, les gestionnaires ou les gardiens de la ressource contrôlent l'accès et en permettent le partage. Pour les données brutes ou les dérivés, donc vous aurez compris qu'il n'y a pas de loi canadienne qui se prononce sur la propriété des données de recherche. On a peut-être une appropriation ici du côté de la loi sur le droit d'auteur si, comme je vous ai dit, on répond aux critères de détermination d'une œuvre, mais dans le cas d'une donnée brute ou dérivée, ben, ça serait dans le domaine public. Ça ne veut pas dire qu'on peut les utiliser n'importe comment, sans les citer, sans vérifier la portée du consentement. Donc, c'est important quand même de considérer l'éthique et la conduite responsable en recherche eu égard à ces données-là qui sont dans le domaine public. Donc, en résumé, la loi sur le droit d'auteur va protéger les données dérivées produites, donc les résultats de la recherche qui sont obtenus après un traitement, une analyse, la compilation des données, mais pas toujours. Il y a aussi des nuances à apporter ici. La loi va protéger tout compte rendu et évidemment les articles scientifiques. Au Canada, les trois conseils ne retiennent non plus aucune propriété intellectuelle au regard des données de recherche et estiment eux aussi que ce sont des biens dans le domaine public. Donc, je vous parlais de gestion fiduciaire et vous allez voir ici que ça prend tout son sens. Donc, une gestion fiduciaire, c'est une relation tripartite où il y a au sommet un fiduciaire de la donnée qu'on appelle selon différentes plateformes, soit un gardien, un intendant, un dépositaire ou un administrateur. Donc, c'est souvent l'institution ou une organisation. Vous avez le producteur de la donnée, qui est le chercheur, le participant, le patient, et vous avez l'utilisateur de la donnée, qui sont également les chercheurs, mais toute la société en général. Donc, il y a une relation entre ces trois rôles, ces trois agents de gestion des données de la recherche. Donc, par rapport aux organismes subventionnaires, aux trois conseils, en fait, la déclaration de principe des trois conseils stipule ceci. Il faut normalement préserver les données résultant du financement d'un organisme sur une plateforme ou dans un dépôt publiquement accessible, sécurisé et structuré, afin que d'autres chercheurs puissent les trouver et s'en servir. C'est important de démocratiser l'accès aux résultats et ça rejoint ici aussi toute la genèse du partage de la donnée. Pourquoi c'est important de partager des données? Mais si on remonte, par exemple, à la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 27 stipule que toute personne a droit à l'accès et aux avancées de la science. Donc, c'est pas fou de revenir en amont complètement vers ces instruments juridiques. Et finalement, les organismes subventionnaires sont d'avis que les données recueillies par la recherche grâce aux fonds publics doivent être gérées de manière responsable et efficace et elles appartiennent dans toute la mesure du possible au domaine public et peuvent être réutilisées par d'autres. Cette gestion et protection des données de la recherche, bien, elle doit avoir lieu à toutes les étapes du cycle de vie de la donnée, donc de la collecte jusqu'à sa destruction, en passant par accès, partage, diffusion, le dépôt, l'archivage, toute la notion de confidentialité qui est rattachée, l'anonymisation, la dénominalisation et aussi au regard de son utilisation secondaire. Et j'arrive à mon cadre législatif. Donc, vous avez un cadre législatif qui est très vaste, un peu peut-être désuet, mais ça va venir. Le droit est toujours un petit peu, garde toujours un pas de recul par rapport à ce qui se fait dans la société. Mais vous avez, en tout cas, parmi les lois québécoises, le Code civil du Québec qui a une application dans la protection à la vie privée, la Charte des droits et libertés de la personne, la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Et vous avez d'autres lois là, que je ne mentionnerai pas ici.
Vous avez également tous les règlements et les politiques de votre établissement, les politiques de gestion des plateformes numériques, hein, parce qu'il y a comme un vide juridique. Donc, chaque plateforme va développer ses propres règles et bien sûr l'énoncé de politique des 3 conseils sur la gestion des données de recherche qui a un rôle très, très important ici. Et vous avez également dans notre environnement juridique sur les données de recherche le Règlement général sur la protection des données de l'Union européenne, donc le fameux RGPD, adopté en 2018 et qui a un aspect extraterritorialité, donc qui s'applique ici aux établissements qui collectent et traitent des données à caractère personnel des résidents de l'Union européenne. Donc, c'est sûr que je ne parlerai pas ici du RGPD, mais vous êtes de plus en plus conscient qu'il y a des impératifs à respecter dans le RGPD. À l'égard de la Charte des droits et libertés de la personne, l'article 1er nous dit que tout être humain a droit à la vie ainsi qu'à la sûreté et à l'intégrité et à la liberté de sa personne. Donc, pour son renseignement personnel, toute personne a droit au respect de sa vie privée. Et on dit également que le corps n'est pas une marchandise, donc les données personnelles ne sont pas des actifs, ils sont inaliénables. Par rapport à la notion de consentement libre et éclairé, qui en fait un pilier en droit, c'est le Code civil qui s'applique ici, entre autres. Donc, à l'article 10, toute personne est inviolable et a le droit à son intégrité. Nul ne peut porter atteinte à ne lui porter atteinte, sans son consentement libre et éclairé. À l'article 20, une personne majeure apte à consentir peut participer à une recherche susceptible de porter atteinte à son intégrité, pourvu que le risque couru ne soit pas hors de portée et que le bienfait qu'on peut raisonnablement en espérer. Donc, le projet de recherche doit également être approuvé et suivi par un comité d'éthique à la recherche. Donc, c'était mentionné dans notre Code civil québécois. Et toute personne qui constitue un dossier sur une autre personne doit avoir un intérêt sérieux et légitime de le faire. Donc, c'est un peu en amont les règles qui vont s'appliquer dans la gestion du renseignement personnel. Au Québec, c'est la loi sur l'accès aux documents des organismes publics qui va s'appliquer principalement. En fait, qui va s'appliquer notamment aux établissements scolaires, universités et aux établissements de soins de santé. À l'article 53, on nous dit que les renseignements personnels sont confidentiels, sauf si une personne concernée consent à leur divulgation. Donc, dès lors que la personne consent à dévoiler ses informations personnelles, ceux-ci ne sont plus des renseignements confidentiels. L'article 54, donc, sont personnels les renseignements qui concernent la personne et qui permettent de l'identifier. Donc, le nom d'une personne physique, par exemple, n'est pas nécessairement un renseignement personnel, sauf lorsque celui-ci est mentionné avec un autre renseignement qui le permettrait de l'identifier davantage. Donc, à ce moment-là, on a un couplage de données et c'est là qu'on s'en vient vers le renseignement personnel, confidentiel et vers le renseignement sensible. Et je viens vous parler de la loi québécoise. Actuellement, il y a un projet de loi, le projet de loi 64, qui vient à moderniser les dispositions législatives en matière de protection de renseignements personnels. Il y a un consensus vraiment généralisé sur le fait de moderniser notre cadre législatif sur la gestion des données, des renseignements personnels, donc qui date de 1982 et dont les derniers amendements ont été apportés en 2006. Dans le projet de loi 64, on vise davantage à renforcer la gouvernance et la transparence des entreprises avec une responsabilité des institutions. On élabore une politique de confidentialité qui sera obligatoire. On vient créer un poste de gestionnaire des données au sein des institutions. On insère également le droit à l'oubli ou à l'effacement. Donc, ce sont des éléments qui se rapprochent du RGPD ici. Il va y avoir également une définition du renseignement sensible, de la dépersonnalisation et du renseignement anonymisé. Et on prévoit
lorsque l'objectif est atteint, lorsque vous avez atteint votre finalité, que la durée de conservation serait de 7 ans. Donc là, il faut faire attention aux utilisations secondaires. Il faut vraiment la prévoir en amont. Il faut que le participant y consente. Sinon, avec le projet de loi 64, on propose 7 ans dès lors que la finalité est atteinte. Il y a également des sanctions administratives pécuniaires qui sont de 10 000 ou 2 du chiffre d'affaires et aussi des poursuites pénales qui pourraient aller jusqu'à 4 du chiffre d'affaires d'une entreprise. Alors, comme on voit ici, on se rapproche curieusement des exigences du RGPD. Il y a 2 modifications majeures qui ne font pas l'unanimité actuellement. C'est le consentement implicite. Donc, on n'aura pas besoin de retourner à l'obtention d'un consentement si on veut utiliser des renseignements personnels non sensibles et dépersonnalisés aux mêmes fins, donc aux fins de recherche, études et statistiques ou à des fins compatibles. Donc là, on élargit beaucoup l'espèce de consentement que le participant nous avait donné à la base. Donc, on va vers le consentement implicite. Donc, ça pose quelques problématiques, surtout dans les milieux juridiques, et on abolit ici l'autorisation préalable de la Commission de l'accès à l'information. On était tous conscients que les délais étaient très longs et ce droit de regard-là, ben, il sera dévolu à la personne qui va gérer les données, donc au gestionnaire des données. Au niveau du partage et de la réutilisation, ben en fait, le maître mot serait de dire que pour assurer le respect des participants, parce qu'il y a comme une balance à respecter. Donc, le respect de la volonté des participants versus le bien collectif, c'est toujours ça qu'on met en balance. Et pour assurer le respect des participants, ben, 2 moyens importants, c'est l'anonymisation. L'anonymisation se fait lorsque finalement il n'y a jamais eu d'identifiant relié à la donnée, alors que la dénominalisation, ben, c'est juste un brouillage de données. À ce moment-là, il y a eu des processus identificatoires des données et on ne fait que les retirer. C'est sûr qu'à l'égard de la dénominalisation, ça pose des problèmes au niveau des processus algorithmiques de l'intelligence artificielle. Et il faut prévoir également une utilisation secondaire aux mêmes fins, donc pour la recherche, pour que justement l'utilisation secondaire devienne et soit utilisée comme un bien collectif. Donc, qu'est-ce qu'il faut prévoir dans le partage des données? Bien, vérifier si le transfert est autorisé. Par exemple, lorsque vous faites compléter une demande d'autorisation, mais prévoyez également le dépôt de cette donnée-là dans des plateformes, dans des serveurs communs. Donc, c'est important de l'ajouter dans l'autorisation. Sur des sujets humains, ben, la réflexion, elle est proportionnelle à la sensibilité des données. Donc, qu'est-ce qu'il faut évaluer? Les limites du consentement, la durée du consentement jusqu'à sa destruction, le consentement de partage à une personne externe, la sensibilité des renseignements, la possibilité identificatoire par croisement, la finalité, l'intérêt collectif. Ce qu'on doit prévoir, c'est toujours un consentement plus large. L'utilisation secondaire à des fins scientifiques similaires, c'est important ici, sinon on va être en porte-à-faux avec le RGPD. La dénominalisation, l'anonymisation, un écosystème collaboratif et évidemment un plan de gestion de données. En conclusion, ben, certaines pistes et ce n'est pas anodin. Si j'ai pris des pistes qui sont finalement issues du RGPD, pardon, donc il faut établir la finalité des données collectées, avoir une protection particulière à l'égard des données sensibles, collecter et utiliser que les données utiles à l'objectif initial, identifier un délégué sur la protection des données, élaborer un registre interne des activités de traitement, envisager le droit à l'effacement,
se pencher, c'est toujours le droit à l'effacement, hein, c'est toujours balisé par nos limites technologiques, les limites technologiques de la plateforme. Se pencher sur le principe de portabilité, donc est-ce que le participant peut consulter sa donnée? Est-ce qu'il peut voir à qui vous l'avez transmis? Est-ce qu'il peut rectifier en cas d'erreur? Est-ce qu'il peut demander une suppression de ces données? Établir une durée limite de conservation et voir à la suppression des données lorsqu'elles ne sont plus utiles. Et voilà, donc le bureau du droit d'auteur, pour ceux qui ne savaient pas, on est au premier étage de la bibliothèque du pavillon Bon-Enfant et on s'adresse à l'ensemble de la communauté universitaire, donc aux chercheurs, aux enseignants, mais également aux étudiants. Et voilà, ça termine pour ma présentation. Je ne sais pas si j'étais dans les temps. Oui, vous étiez amplement dans les temps. Sonia Morales, merci beaucoup. Et je pense que l'invitation est lancée. Beaucoup de portes ouvertes aussi à des sujets à creuser. Je pense qu'il y avait beaucoup d'éléments à travers tout ça. Je pense qu'on peut aller directement avec une première question. Alors, je laisserai la parole à Ève Richard. Bonjour Sonia, merci pour ta présentation. Écoute, moi je suis encore à la première partie. J'ai comme accroché sur le fait, tu sais, qui sont les auteurs des données de recherche. Moi, de ce que j'ai compris, c'est qu'ils faisaient partie du bien public. Est-ce que j'ai bien compris? Puis si c'est, je vais te laisser répondre peut-être cette première question-là. Oui, oui, Ève, c'est tout à OK. fait ça. En fait, il n'y a pas d'auteur, il n'y a pas de titulaire si c'est des données brutes, des données d'observation. Il y a des gestionnaires, mais il n'y a pas ni auteur ni titulaire de ces données-là. Il y OK. aura auteur et titulaire dès lors qu'on aura créé une œuvre. Donc, il faut qu'il y ait vraiment un travail d'auteur pour qu'une œuvre soit créée, pour qu'elle soit protégée. OK. Fait que, par exemple, un chercheur qui cumule des données, même il les a planifiées, il planifie les instruments, qui va les collecter. Il y a quand même un grand travail intellectuel pour récupérer ces données-là, mais lui, il ne sera pas l'auteur où il n'y a pas de propriété vraiment tant que l'article, par exemple, n'est pas publié, qui analyse ces données-là puis qui amène des conclusions. Oui, mais il peut avoir une titularité sur toute sa méthode. Sa méthode va être protégée, sa façon de compiler, sa compilation va être protégée, sa méthode, mais sur la donnée factuelle elle-même, qui est une donnée d'observation, en fait, comme en droit d'auteur, c'est comme une idée qui serait de libre parcours. Donc, sur la donnée factuelle, non interprétée, effectivement, la loi sur le droit d'auteur ne crée pas de propriété intellectuelle. Mais il y en aurait une sur la compilation, sur la méthode. La méthode est très, très importante. Cette méthode est vraiment, c'est une œuvre protégée, là. OK. Merci beaucoup. Merci pour la question. Et je rappelle d'ailleurs, en fait, différentes manières de poser des questions, soit demander la parole, comme le fait Mme Richard, donc avec l'outil réaction, lever la main, ou sinon par le biais du clavardage. J'avais vu une main levée tantôt qui s'est rétractée, donc j'imagine que la question avait été répondue. Donc, je vais laisser la parole à Chaloum Pierre pour la prochaine question. Merci pour la présentation. En fait, ma question est beaucoup plus large, concernerait un phénomène récent là, dont on a parlé, ce qu'on appelle les NFT, en fait. C'est des espèces avec la blockchain, la possibilité, par exemple, d'avoir d'être titulaire, par exemple, si, par exemple, je crée une œuvre numérique, en fait, parce que c'est un problème qu'on a depuis quelques années pour les artistes, ils ne peuvent pas revendre, ils peuvent avoir de la difficulté à vendre l'œuvre. Et puis, avec les NFT, en fait, on est capable de dire, ben, c'est moi qui suis l'auteur, parce qu'on ne peut pas diviser ou subdiviser ce qui a été créé, en fait, le code, en quelque sorte. Donc, je me demandais, en fait, est-ce que ce concept-là a une certaine valeur juridique au Québec? Parce que je pensais justement à l'intelligence artificielle. Je me dis, est-ce que via un NFT, on ne peut pas avoir réglé le problème de la titularité, en fait? Je ne sais pas si ce que je dis là est Oui, clair. oui, je comprends tout à fait, Chaloum. En fait, la blockchain permet justement de faire le travail, de faire une recherche de titre, de remonter en amont sur la titularité d'une œuvre, donc une œuvre logicielle dans le cas échéant. Donc, la blockchain est utilisée pour ça, mais oui, c'est reconnu en droit comme étant un outil pour remonter la piste des auteurs, parce qu'en cours de route, on sait qu'il y aura
des cessions de droits, des octrois de licences. On sait aussi que dans le logiciel, on travaille beaucoup avec de l'open source. Donc, la blockchain permet justement de retracer tous les auteurs en amont. Oui. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Je ne suis pas une spécialiste dans le blockchain, hein. Alors, Shalom, est-ce que ça répondait à la question? Non, en fait, c'était juste par rapport à l'enjeu qu'on a pour l'intelligence artificielle, comme ça a été dit au début. Donc, mais je pense que je pense que c'est encore un nouveau, là. Je pense qu'il va y avoir probablement d'autres éléments autour de ça. Merci beaucoup. Ouais. On Oui, va c'est à aller avec- suivre, hein, parce que c'est vraiment intéressant, là, tout cet aspect des œuvres créées par l'intelligence artificielle. Là, ça devrait bouger bientôt, mais pour le moment, c'est un peu au ralenti. Alors, quelques questions par le biais du clavardage. Est-ce que le projet de loi prévoit des délais pour le droit à l'oubli entre la demande de suppression et la suppression effective? En fait, le projet de loi, actuellement, il est en lecture préliminaire, donc il est en lecture attentive par la commission parlementaire. Donc là, chaque élément est ouvert et il est discuté. Il y a eu plusieurs groupes qui ont présenté des mémoires, mais j'ai pas vu de délai qui était associé au droit à l'oubli. Il faut voir que dans le RGPD, c'est une demande qui doit se faire pratiquement automatiquement. Donc, je ne sais pas si on va s'en aller vers là ou bien si on va prévoir des délais. J'en ai aucune idée pour le moment. Et une autre question qui est peut-être aussi complexe, qui peut également un peu être reliée à une réflexion. Donc, c'est une participante qui met un peu en lien votre présentation avec la présentation précédente et qui se demande comment pourrait-on s'assurer que le colonialisme ne s'installera pas au sein des fiduciaires de données qui décideront ce qui est bon ou non pour les citoyens et citoyennes. Mais c'est sûr qu'à la base, une fiducie, ça répond aux impératifs du Code civil. Et dans le Code civil, on mentionne très bien que le fiduciaire doit être une personne intègre, indépendante. Donc, il y a plusieurs critères dans le Code civil du Québec qui mentionnent le rôle de la fiducie et le rôle du fiduciaire. Et c'est vraiment axé sur l'entretien du bien. Donc, c'est vraiment sur cette base-là pour le moment qu'on peut s'appuyer. Autre question, est-ce que les réglementations s'appliquent de la même manière aux jeux de données issus de personnes mineures ou est-ce qu'il y a des informations supplémentaires à connaître pour ce cas type? Ben, c'est sûr que pour les personnes mineures participantes, ben, c'est souvent l'autorisation des parents qui est demandée. À partir de 14 ans, il y aura peut-être des enjeux ici avec le projet de loi 64 parce que là, on permet à l'enfant mineur de 14 ans de prendre sa décision par rapport à la gestion de ses données à l'égard de l'utilisation secondaire, donc du consentement implicite. Donc, il y aura peut-être ici un enjeu qui est discuté actuellement là, en commission parlementaire. Alors, ben, je vais passer à Philippe Després. Oui, je ne peux pas lever la main parce que je suis co-animateur, Raymond, je suis désolé. Deux questions, Sonia, merci, excellente présentation. Donc, on a parlé d'une finalité de 7 ans pour les données et moi, je vois un peu une tension avec ce qu'on nous demande du côté des organismes subventionnaires, entre autres avec les principes FAIR, où là, il n'y a pas de durée déterminée, où on dit la donnée éventuellement pourrait resservir, donc préservons-la. On sait aussi que c'est beaucoup d'efforts de faire la curation de données, là, c'est beaucoup d'investissements. Et d'avoir à détruire ces jeux de données-là, ça vient un petit peu en contradiction avec ce qu'on nous demande du côté des principes FAIR. Donc, je ne sais pas comment réconcilier ça. Tout à fait. C'est vraiment quelque chose qui accroche beaucoup. Mais en fait, la durée de 7 ans, c'est si les finalités sont atteintes et si il y a pas d'utilisation secondaire qui serait aux mêmes fins, donc aux fins de la recherche. Donc, on peut probablement concilier ça avec une interprétation très large de la recherche, finalité pour la recherche.
Mais si on a un projet très, très précis, qu'on n'a pas pris le soin de prévoir une utilisation secondaire pour la recherche, etc., ben, à ce moment-là, on va être un petit peu coincé avec ce 7 ans-là. Cela dit, je ne sais pas si ça va passer ou si ça va être probablement mieux calibré avec la politique des 3 conseils. Je le souhaite, mais pour le moment, si c'était le cas, on pourrait justement tabler sur le fait qu'il faut que, c'est si la donnée ne sert plus à rien. En fait, ce que le RGPD dit, parce que ça vient un peu du RGPD, c'est que on ne collecte pas des données pour rien. Ça prend une finalité. Puis si plus largement c'est une finalité pour la recherche, ben on y va avec de façon un petit peu plus large, puis prévoir des utilisations secondaires euh, pour ne pas être confronté à cet effacement obligatoire quand le projet spécifique est terminé. Parfait. Mais très, très rapidement aussi, j'ai vu aussi qu'il y avait une distinction qui était faite entre renseignements personnels sensibles et non sensibles. Ça aussi, ça va être un enjeu de déterminer qu'est-ce qui est Oui, sensible, qu'est-ce qui ne l'est pas. tout à fait. Parce que dans la loi actuellement, on ne donne même pas une définition du renseignement personnel sensible. Donc, ça aussi, ça va être, le RGPD donne une définition très large. Donc, un renseignement sensible, c'est le nom avec l'adresse courriel. Pour eux, ça devient déjà un renseignement sensible. Pour d'autres forums, le renseignement sensible, c'est quand ça touche la génétique ou des parties du corps humain. À ce moment-là, le sang, la génétique, etc. Donc, c'est sûr que là, il va falloir s'arrimer avec la définition du projet de loi 64. Merci. On va passer maintenant à Marjorie Gauchier. Oui, bonjour. J'ai essayé de mettre ma question par écrit, mais je pense que ce sera quand même plus simple à l'oral. Moi, je m'interrogeais principalement sur tout ce qui est sanction de ces principes qu'on essaie de mettre en place, qu'on voudrait que les institutions mettent en place. On sait qu'il y a des institutions qui ont des cadres, des ententes, d'autres qui en ont beaucoup moins. Est-ce qu'il va y avoir un projet pour peut-être rendre obligatoire certaines choses à mettre en place à ce niveau-là? Bien, en fait, si on se fie sur le projet de loi 64, il y a des sanctions vraiment déterminées avec des pourcentages par rapport au chiffre d'affaires d'une entreprise ou d'un établissement. Il y a aussi voyons, des planchers, des prix planchers, si je peux dire. Donc, c'est de 15 000 à 25 000 $, ça serait une amende minimale ou bien en pourcentage du chiffre d'affaires. Dès que le projet de loi 64 sera adopté, à ce moment-là, on aura plus de balises par rapport. Mais pour le moment, dans la loi actuelle, c'est la Commission de l'accès à l'information qui décide des sanctions et il n'y a pas de sanctions dans la loi actuellement. Donc, ça c'est une des nouveautés. Et par rapport aux institutions, une institution universitaire, etc., ben là, ils devront se conformer au nouveau projet de loi. Actuellement, ben, il y a pas vraiment de... Je pense qu'actuellement, il n'y a pas de sanction là, qui est prévue. Là. Non, c'est ça. Et au niveau de la territorialité et de la compétence des tribunaux, donc en ce moment, c'est la commission, si je comprends bien. Oui. Et oui. Oui, c'est ça, Marjorie. Oui. OK. Et donc après, par la suite, ça sera aussi déterminé, j'imagine, par le projet de loi 64. À ce moment-là, ça va être dans le projet de loi 64. Donc, ça va être une amende ou une sanction pécuniaire ou bien une poursuite criminelle qui sera inscrite dans la loi, dans le projet de loi 64. Donc, c'est le projet de loi 64 qui va gérer la sanction. D'accord. Mais merci beaucoup, Sonia. De rien. Je vais prendre une petite respiration. Oui, on va passer à une autre question. Donc, Martine Cardin. Oui, bonjour. Moi, je regarde la chose du côté plus archivistique et plus au niveau des sciences humaines et sociales. On parle beaucoup du droit à l'oubli et on peut comprendre dans la dénominalisation des informations combien c'est important dans le respect des personnes. Mais les chercheurs en sciences humaines et sociales se sont beaucoup aussi pas opposés, mais à tout le moins ont discuté de cette pertinence de la dénominaliser ou à tout le moins de ne pas opposer, de ne pas mettre en tension le droit à l'oubli avec le droit à la mémoire. Parce que l'individualité, l'entrée, par exemple, de la personne dans la communauté
est une information qui constitue une représentation intéressante et signifiante dans la mémoire collective. Est-ce que dans la loi, il y a je dirais, ce dispositif qui va permettre de gérer ou d'arbitrer, si on veut, les enjeux entre le droit à l'oubli et le droit à la mémoire? Très intéressant comme question. Non, j'ai pas vu dans les débats parlementaires une allusion au droit à la mémoire. Il faut voir que le droit à l'oubli, c'est pour la donnée personnelle. Comme c'est la personne qui gère son renseignement personnel, moi, je pense qu'en dernier lieu, ce sera la personne à décider si elle veut ou non. En fait, le droit à l'oubli, c'est une demande qu'on fait pour faire retirer ces informations personnelles d'une plateforme, par exemple. Donc, il y a fort à parier que ce sera probablement l'individu qui aura le dernier mot à ce moment-là. Mais j'en ai aucune idée là, par rapport. Intéressant votre question. Alors, merci beaucoup pour ces questions et ces réponses. Alors, je prends une légère respiration simplement pour voir s'il y a quelqu'un d'autre qui va se manifester. Quand même déjà eu beaucoup d'interrogations, évidemment. Et on rappelle aussi, vous avez partagé, Sonia, donc les coordonnées. Donc, s'il y a des précisions, des éléments, évidemment, vous restez disponible, particulièrement pour les ressources qui sont sur le campus de l'Université Laval. Alors, Sonia Morales, donc merci beaucoup pour votre présentation ce matin. Merci à vous.